Alors vous êtes scénariste, mais vous êtes aussi quelqu'un qui, comme tout le monde, attend les trains en retard, qui casse des bouteilles de vin, Oui. qui lit, critique le Figaro, qui avait une fille qui vous parle sur Messenger alors que vous êtes à quelques mètres d'elle, C'est vrai. qui avait les cheveux poivre et sel à 47 ans, qui souffrait d'avoir un anniversaire en plein hiver, qui militait pour un pain au chocolat, une chocolatine à 20 centimes, et qui dédicaçait le livre de quelqu'un d'autre lorsque vous le devez, et aussi quelqu'un qui est le seul à ne pas gagner au loto. Oui, enfin je sais pas Voilà, si je suis le c'est seul ce à que pas j'ai vu gagner. sur Oui, votre compte. donc votre enquête, c'est juste, Voilà. c'est à peu près ça. Alors, quand votre train est en retard pour venir aux Utopiales, qu'est-ce que vous faites? Ah, j'aurais été bien embêté, mais Pour vous il était en retard que de 10 minutes, et du coup, j'ai eu un petit Le retard. temps de... J'ai pas eu le temps de m'inquiéter, mais je me serais surtout inquiété. Voilà, mais Pas de- sinon, pas de qu'est-ce que je stress, fais? ok. Bah, j'ai toujours un livre, donc je lis. Vous ne vous lancez pas dans un nouveau scénario ou cherchez... Non, je suis pas un vrai scénariste de bande dessinée, mais on en parlera. Est-ce que vous pouvez nous dire l'objectif principal de la BDTech des Savoirs? Donc, voici le livre que vous avez réalisé avec Marion Montaigne. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer son objectif? Est-ce que c'est s'adresser aux jeunes, simplifier des phénomènes historiques ou scientifiques? Et pas du tout. C'est en fait l'objectif, c'est d'être un petit peu, alors c'est un peu réducteur ou un peu rapide de dire ça, mais de faire un petit peu que sais-je en bande dessinée. La plupart des volumes sont pas faits pour les moins de 16 ans, 18 ans en fait. C'est pas spécialement pour les enfants. Par exemple, l'histoire de la prostitution, c'est pas spécialement, même pas du tout pour les enfants. C'est un thème un peu dérangeant. C'est un des tomes qui vient de sortir juste maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer un spécialiste d'un sujet et un auteur de bande dessinée. Il faut que ce soit un vrai spécialiste sérieux et puis un auteur de bande dessinée sérieux et de talent. Et souvent des auteurs de bande dessinée assez renommés. Là, on a fait travailler avec Marion Montaigne quand même, c'est pas rien. Et voilà, donc les spécialistes sont sérieux, sauf un qui est moi. Je ne sais pas pourquoi on est venu me chercher, mais ça m'a fait plaisir quand même. Mais disons par exemple, dans les premiers tomes, il y a eu Les Requins par Bernard Serret. Alors, tout le monde ne connaît pas Bernard Serret, mais c'est le grand spécialiste mondial des requins. Donc c'est vraiment la Rolls des requinologues, si on peut dire. Pour l'univers, on a Hubert Reeves, c'est quand même quelque chose. Et à chaque fois, l'idée n'est pas de prendre les gens pour des idiots, en simplifiant des idées, etc. C'est plutôt de se dire qu'avec le dessin et avec la narration, on peut raconter des choses qu'on ne peut pas raconter autrement, ou plutôt qui fonctionnent moins bien, qui vont être un peu sèches si elles sont juste écrites, ou voilà, et puis ça s'adresse aux gens qui aiment apprendre par l'image peut-être aussi. Il y a des gens qui aiment beaucoup apprendre par le texte, et puis d'autres qui ont besoin d'un support visuel, d'une narration. Ben, ceux-là seront ravis de la petite BDTech des Savoirs faite pour eux. Est-ce qu'on cherche aussi à cultiver le lecteur de bande dessinée avec des bandes dessinées Alors je ne sais pas si scientifique. c'est... Alors bon, je ne suis pas responsable de la collection, hein, je suis Oui, qu'un bien des sûr. auteurs. Oui. Cependant j'ai tout suivi depuis, pas le début, mais j'ai suivi assez tôt et c'est une collection à laquelle je suis assez attaché. Et j'ai pas l'impression que l'idée soit de s'adresser spécifiquement aux lecteurs de bande dessinée. En fait ça s'adresse plus ou moins à tout le monde. Et même dans le monde de la bande dessinée, dans les festivals de bande dessinée, etc., je ne sais pas si c'est une collection qui a vraiment, pour l'instant, percé. Mais vraiment, elle s'adresse au reste des gens, en fait, beaucoup plus qu'aux simples amateurs. Et d'ailleurs, en fait, les différents livres n'ont pas de rapport, enfin les ventes des différents livres, pour ce que j'en sais, n'ont pas de rapport direct avec les ventes des auteurs. Il y a des auteurs qui vendent extrêmement bien en bande dessinée, qui dans la petite BDTech font un score honorable, et d'autres qui ne sont pas connus tellement des lecteurs, qui n'ont pas de public, mais qui ont réussi à avoir des ventes tout à fait importantes. Donc l'important c'est plutôt les livres en eux-mêmes. Voilà. Comment vous avez travaillé d'ailleurs avec Marion Montaigne? Est-ce qu'elle vous a aidé sur le scénario, la construction d'un scénario?
Alors, elle a fait le scénario et la construction des scénarios. Je n'ai pas la prétention d'apprendre à Marion Montaigne comment on fait un scénario, y compris comment on fait de la vulgarisation en bande dessinée, c'est son métier. Donc je lui ai plutôt servi de documentaliste en fait. Je suis allé chercher des informations, je lui ai fourni des tas de choses. Ensemble on est parti enquêter aussi, on a rencontré des spécialistes, on est allé dans des labos et tout. Et puis on a discuté et tout s'est fait par discussion. Je dirais que le gros du travail, c'est quand même elle. Elle est vraiment scénariste avant tout. Voilà, c'est une vraie scénariste et c'est pas mon cas, je suis obligé d'être humble là-dessus. Donc vous n'avez pas fait le scénario vraiment ensemble? On l'a fait ensemble parce qu'il y a toujours un échange, on a constamment discuté, mais je peux pas dire que je lui ai envoyé un découpage en disant bon je veux qu'il se passe ceci, cela, etc. C'est pas moi qui peux apprendre à Marion Montaigne à découper son histoire, c'est pas moi qui vais lui apprendre à faire des gags. Mais vous l'a-t-elle appris? Elle me l'a appris, oh je sais pas, je pense que j'ai de l'humour aussi, mais j'ai pas le quart de son talent pour ce genre de choses là, donc voilà. Non, on a bien rigolé en tout cas, parce qu'elle est très amusante en vrai. Expliquez-nous sous quelle langue vous deux vous avez choisi de traiter la thématique de l'intelligence artificielle. Alors, il y a une histoire dans le livre qui est plus compliquée. Le livre n'a pas commencé avec Marion Montaigne. Il a commencé un petit peu avec Daniel Gossens, qui est un auteur de Flux glacial, un auteur d'une autre génération que nous. Enfin, je ne suis pas de la même génération que Marion d'ailleurs, je suis un peu plus vieux. Mais donc un auteur qui était très spécial, parce que c'était à la fois un auteur de bande dessinée très renommé. Il a eu le Grand Prix à Angoulême il y a une quinzaine d'années, ce qui n'est pas rien. Mais par ailleurs, c'est un chercheur en intelligence artificielle. Donc ça paraissait logique à David Van Hermelen et Nathalie Van Campenhout, qui s'occupent de la collection, de mettre Daniel Gossens sur ce projet. Mais Daniel Gossens n'a pas voulu en fait, parce qu'il ne mélange pas ces deux métiers, parce qu'il ne travaille pas avec d'autres gens en général. Par contre, comme c'est un vrai professeur, un vrai pédagogue, il nous a beaucoup accompagnés en fait. Et il nous a parlé d'intelligence artificielle, il nous a parlé de ce qu'il faisait, de problèmes théoriques, etc. C'était très intéressant. Mais très vite, donc Marion Montaigne est rentrée dans la boucle et c'est elle, mon co-auteur, ma co-autrice. Voilà. Donc l'angle qu'on a pris, alors en discutant avec Daniel Gossens justement au départ, j'allais partir moi sur des choses très ennuyeuses en fait, des problèmes théoriques de maths relativement incompréhensibles comme P égale NP, qui est un problème que l'intelligence artificielle cherche à résoudre depuis très longtemps, qui est comment réussir à ce que en multipliant le nombre de possibilités, on ne démultiplie pas la difficulté. Enfin voilà, c'est pour le dire très très simplement. Marion, en arrivant là-dessus, elle s'est dit non, il faut partir plutôt de ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle avec Google, on nous montre des robots qui font des choses extraordinaires, etc. Il faut plutôt partir de l'actualité. Mais on va traiter l'histoire, bien sûr. Voilà. Et ça s'est fait comme ça. On a eu l'idée assez vite de faire une fiction. Donc c'est une fiction, c'est une fiction. Et on a un personnage qui se balade dans l'histoire et puis et à qui on apprend toute l'histoire. C'est un personnage qui n'a pas la mémoire de ça et donc il faut lui expliquer un peu l'histoire de l'informatique et de la modélisation de l'intelligence. Et puis et on arrive au grand débat actuel. Divers et variés comme le transhumanisme qui a un rapport direct avec l'intelligence artificielle. On a essayé de tout couvrir tout en sachant que 56 pages c'est quand même court pour tout couvrir. C'est une science sur laquelle il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais voilà, il y a même un petit peu de théorie avec la question du sens commun qui est une question très importante en intelligence artificielle. Estimez-vous que dans 50 ans, lorsque moi par exemple j'aurai 67 ans, je vivrai aux côtés
de cette intelligence artificielle encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui? Oh oui, ça c'est évident. Après, je ne dis pas qu'on sera arrivé à ce que certains s'attendent à voir arriver, qui est la singularité, le moment où des intelligences artificielles seront devenues conscientes, capables d'avoir des intentions et de devenir des personnes finalement. Ça, je ne sais pas si on le verra un jour. Je ne suis pas prophète du tout. Mais par contre, donc vous avez 17 ans, si je comprends. Oui, c'est ça. Oui. 17 ans, moi quand j'avais, je vais pas dire 17 ans, quand j'avais 14 ans, j'ai pu acheter mon premier ordinateur qui était un ZX81. C'était un boîtier noir en plastique. Et quand j'ai. Non, pas si épais, il était assez petit, il se branchait sur la télé, mais il ne savait rien faire. Il avait l'intelligence, enfin, on peut mettre l'intelligence de 1000 ordinateurs comme ça dans une bête clé USB actuelle. En mémoire, mais même son programme était très très simple. Mais même quand j'ai eu ça, mon père se méfiait un petit peu, il était ingénieur, il disait non mais ça doit être une arnaque, un ordinateur chez soi c'est pas possible. Voilà. Et aujourd'hui tout le monde a un super calculateur dans la poche. Donc ça va très vite tout ça. Je me rappelle d'internet, il y a 20 ans, je faisais du CD-ROM à l'époque, et ça m'a passionné tout de suite, internet j'y ai cru beaucoup. Il y avait peut-être 40 000 internautes en France, puis les gens me disaient oh ça va être une mode ce truc, personne n'y croyait vraiment. Là aussi c'est allé très vite quoi. Aujourd'hui c'est non seulement c'est plus qu'une mode, mais on peut pas vraiment s'en passer. Voilà. Donc les technologies vont pas arrêter de progresser, et l'intelligence artificielle est une part de ces technologies, même si souvent quand l'intelligence artificielle fonctionne, ça en sort. Par exemple la reconnaissance des visages ou la reconnaissance des caractères d'imprimerie, des choses comme ça. C'est vraiment les gens de l'intelligence artificielle qui se sont lancés là-dedans. Ou par exemple le cloud computing, le calcul en temps partagé, etc. C'est des gens de l'intelligence artificielle qui l'ont inventé. Mais dès que ça marche, ça sort de l'intelligence artificielle et ça devient de l'informatique bête et méchante finalement. Voilà. Voilà, mais vous pouvez vous attendre à voir énormément de choses arriver d'ici 50 ans, c'est évident. J'ai vu une conférence cet après-midi sur l'empathie des machines. C'est quelque chose, c'est un danger, on va dire, lié à l'intelligence artificielle qui pourrait survenir à l'avenir. Alors, l'empathie avec les machines, c'est quelque chose de compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai assisté aussi à la conférence et j'étais un peu frustré. Parce que, par exemple, on n'a pas parlé de ELISA. ELISA, c'est un programme de 1965, je pense. C'est un logiciel de conversation qui posait des questions et puis on lui répondait, ou au contraire, je ne sais plus dans quel ordre ça se passait. Mais qui avait des réponses assez stéréotypées. Quand il voyait quelques mots-clés, il posait une question, c'était souvent un peu des pirouettes, etc. Et donc c'était pas un programme très compliqué de conversation, c'était même un petit peu un gag de la part du créateur. Le créateur de ELISA l'a fait plutôt pour se moquer de l'intelligence artificielle qui démarrait à cette époque. Et pourtant, assez vite, les gens qui étaient en conversation avec ELISA, tout en sachant que c'était pas un très bon programme, tout en le voyant, parce qu'ils voyaient bien que régulièrement on pouvait lui faire dire quelque chose d'idiot, de décalé, etc. Très très vite, les gens se mettaient à lui confier des choses, à lui parler, à lui dire des choses qu'il n'aurait jamais dit à personne d'autre. Donc, les machines, on a un rapport spécial. Comme les machines sont des machines, justement, et qu'on le sait, ça nous rassure un petit peu. On a moins de problèmes existentiels avec eux, finalement. Et donc, il y a moins de questions interpersonnelles. Et donc, sans parler d'empathie, on peut avoir un lien avec les machines assez particulier. Et je pense qu'on ne va pas arrêter de voir des choses étonnantes avec ça. Notamment au Japon, il y a tous ces robots de compagnie pour les personnes âgées qui ont l'air d'être très au point et très intéressants. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer de manière simple et précise ce qu'est l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, c'est
un ensemble de théories, il n'y a pas qu'une intelligence artificielle, un ensemble d'outils ou de recherches pour mettre au point disons des logiciels, puisque c'est des logiciels capables de résoudre des problèmes que nous résolvons habituellement par ce qu'on appelle l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est dur à définir. Voilà. Par exemple, c'est avec notre cerveau, nous arrivons à reconnaître des gens. Je donne un exemple bête. On arrive à reconnaître des gens, c'est quelque chose d'assez étonnant. Finalement, on ne comprend pas tout à fait comment les humains le font, comment ils arrivent à reconnaître. On observe aussi d'autres animaux qui ne se reconnaissent pas tous pareil. Il y en a, c'est par les odeurs. J'avais vu quelque chose sur les moutons qui ont une manière très spécifique aussi de se reconnaître les uns les autres. Et voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un logiciel arrive au même résultat, à reconnaître des visages? Bon, ben ça, on y arrive maintenant. Après des décennies de recherche, on arrive à faire des programmes capables de reconnaître des visages. Donc, on a réussi à implémenter ou à imiter ou à faire pareil qu'une fonction du cerveau avec un ordinateur. Voilà, c'est ça l'intelligence artificielle. Après, il y a deux intelligences artificielles. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible et puis l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle faible répond à des problèmes circonscrits et assez simples. Par exemple, on donne un univers au programme avec des ronds, des triangles, etc. Et puis on lui demande est-ce que le rond est au-dessus du triangle. Il connaît tout son univers, tout va bien. Donc le programme peut faire ça. Et puis on cherche aussi à réaliser des intelligences artificielles fortes, c'est-à-dire capables de réagir à un environnement qui n'est pas entièrement connu, qui n'est pas entièrement maîtrisé, et qui peut changer aussi, donc et à s'adapter, et finalement à devenir des êtres vivants presque, mais artificiels. C'est l'intelligence artificielle forte. Ça, c'est pas forcément ce que cherchent les chercheurs en fait. Les chercheurs en intelligence artificielle ont plutôt des recherches plus modestes que ça. Voilà. Mais ils cherchent dans plein de domaines et c'est très intéressant. Et donc, où commence l'intelligence artificielle? Est-ce que n'importe quel algorithme, un programme informatique, ça commence à être de l'intelligence artificielle? Alors, il y a une chose que je dis souvent, et je ne sais pas si le moindre scientifique sera d'accord avec moi, peut-être que c'est complètement idiot, mais il me semble que rien que le fait, rien que l'invention de l'écriture, c'est de l'intelligence artificielle. On a inventé un système qui nous permet de conserver la mémoire de choses de manière artificielle, disons en tout cas extérieure à nous, et qui permet par exemple de connaître des histoires qui se sont passées il y a 2000 ans, et c'est assez étonnant quand même. Donc rien que ça, je fais rentrer ça dans l'intelligence artificielle. Le fait d'arriver à trouver des moyens pour calculer des choses, le calcul algébrique, etc., quelque part, je dirais que c'est une intelligence artificielle. Après, ça n'est pas de l'intelligence artificielle automatique. C'est pas dans une machine, rien. Mais ce qu'on appelle en recherche l'intelligence artificielle va bien sûr bien au-delà. Mais pour moi, ça commence dès qu'on a fait des choses hors de nos capacités personnelles immédiates, quoi. Dès qu'on a utilisé des artefacts, des objets artificiels pour faire des choses qu'on aurait pu faire de tête. Voilà. Qu'on n'aurait pas pu faire de tête, mais on s'est aidé de nos technologies comme l'écriture ou le calcul. En 2017 sortira un nouvel album de la petite BD des savoirs. C'est Internet, que vous signerez avec Mathieu Burnia. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors je peux parler déjà de Mathieu Burnia. Mathieu Burnia est un jeune homme extrêmement doué, qui n'est pas encore complètement identifié comme auteur de bande dessinée parce qu'il a des sujets trop divers. Il a fait 2 livres sur la cuisine et puis un livre sur la physique quantique et puis une fiction, de la science-fiction. Donc c'est un auteur assez étrange pour le moment. Néanmoins, son livre sur la physique quantique, qui s'appelle Le mystère du monde quantique, qu'il a signé avec Thibaut Damour, est en fait déjà un best-seller, parce que c'est un livre tout à fait extraordinaire pour comprendre
la physique quantique. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Quand on m'a proposé de travailler avec lui sur le sujet d'Internet, et depuis que je l'ai découvert, je suis vraiment ravi de faire ça avec lui. C'est un jeune homme vraiment très très doué qui réfléchit bien à comment raconter les choses. Et pour la physique quantique, c'est tout à fait incroyable. Il arrive vraiment à ce qu'on comprenne tout ce qu'il y a à comprendre et tout ce qui est difficile à comprendre là-dedans. Il a été bien aidé par son scénariste, qui est très bon. Donc on nous a mis sur Internet. Alors c'est assez drôle, puisqu'à chaque fois qu'on me demande quel est mon prochain livre, je dis que c'est un livre sur Internet. Et puis les gens me disent « Ah bon, et ça va pas sortir sur papier ?» Si. Parce que ça va pas être sur Internet, ça va porter sur le sujet d'Internet. Donc je peux raconter l'histoire qu'on a trouvée à deux. C'est l'histoire d'une vieille dame de 75 ans en Géorgie qui cherche du cuivre dans le sol et puis qui casse un câble et qui prive tout le pays voisin, l'Arménie, d'Internet. Et cette histoire est une histoire. Il y a une dame, on l'a appelée la hackeuse à l'appel, qui a privé toute une partie de l'Asie en fait d'Internet d'un coup de pelle en cherchant du cuivre et elle n'avait jamais entendu parler d'Internet. Alors dans notre histoire à nous, le câble qui s'est fait couper lui explique tout, la guide, elle l'amène dans Internet et lui explique l'histoire, le fonctionnement technique d'Internet et puis toute la culture d'Internet, puisqu'Internet c'est aussi devenu une culture et une part énorme de notre culture. Et voilà, c'est ce que tout le livre raconte. Ça va être un livre assez fourni, il y a 88 pages. Et grâce au talent de Mathieu Burnia, il va être très très bien. Voilà. Quelle date de sortie? Et je crois que c'est mai 2017. Est-ce que vous avez lu quelques-unes des bandes dessinées de cette collection? Ah, j'ai lu toutes celles qui sont sorties. Oui. Je les ai toutes lues et je les aime toutes. Elles sont très très différentes. C'est une des choses intéressantes puisque c'est des vrais auteurs à chaque fois, des gens sérieux. Chacun est venu avec son langage. Il n'y a pas un langage standardisé. Certains éditeurs jeunesse que je ne vais pas citer, par exemple, donnent aux auteurs tout un tas de choses en disant voilà, ça doit faire tant de pages, il faut utiliser tel niveau de langage, il faut avoir tel genre de personnage, tel genre de situation, tout est bouché comme ça. Mais là, non, c'est le directeur de collection est lui-même un auteur, assez prolifique et assez versatile aussi, et il s'intéresse aux créateurs. Et donc l'idée est vraiment de respecter les créateurs et chacun vient avec son langage et fait ce qu'il veut. Avec Marion Montaigne, il y a beaucoup d'humour. C'est Marion Montaigne, c'est une auteure d'humour vraiment. Donc voilà. D'autres sujets comme par exemple, ce que je pourrais dire, les requins. Les requins, il n'y a pas d'humour. Ça raconte les requins. C'est un livre que j'aurais jamais acheté si j'étais pas dans cette collection, mais qui est extraordinaire en fait. Une fois qu'on l'a refermé, on sait absolument tout sur les requins. Les dessins sont magnifiques en plus. Voilà, très très beau livre. Mais il n'y a pas d'humour, il respecte vraiment le jeu de l'encyclopédie. Ça raconte des choses très très séquentiellement comme ça. Ça marche assez bien. Il y a un titre comme Le droit d'auteur par Fabrice No et Emmanuel Pierrat, qui est intéressant parce que là c'est un sujet très très ennuyeux qui a envie de lire un livre sur le droit d'auteur et du coup même si ça intéresse tout le monde, mais c'est très sec, c'est du droit quoi. L'auteur, enfin le dessinateur, lui s'est vraiment amusé et passe son temps à faire des clins d'œil visuels en fait il fait un dessin qui n'est pas là pour perturber parce que ça appuie le propos, mais qui résonne et qui donne quelque chose de vivant à un sujet quand même très très sec. Voilà, celui-là je l'ai trouvé vraiment intéressant. Mon préféré de tous, c'est celui sur le Nouvel Hollywood, donc qui parle du cinéma des années 60, fin 60 et fin années 70, qui est un cinéma très très spécial, un peu dépressif, qui a été un peu tué par Star Wars et puis les blockbusters.
et qui est vraiment une grande époque du cinéma, et je l'ai compris grâce à ce livre. Pourtant je connaissais les films, mais le livre m'a permis de comprendre en fait. Et dans ceux qui sont sortis il n'y a pas longtemps, il y a le féminisme qui est vraiment très très réussi, le minimalisme superbe, enfin tous les titres valent le coup d'être lus. Et donc qui est le directeur de cette collection? Alors le directeur de la collection c'est David Van der Meulen, voilà. Qui est auteur de bande dessinée, qui est connu pour sa série Fritz Haber chez Delcourt. Je pense que c'est pour ça qu'il est le plus connu, qui raconte l'histoire du chimiste Fritz Haber, qui était juif, mais aussi patriote allemand et qui a participé à des horreurs finalement en termes d'armes chimiques. Voilà. Mais qui est aussi quelqu'un sans qui toute la chimie moderne n'existerait pas, et donc c'est un personnage très étonnant et intéressant, et voilà, je ne sais plus à combien de tomes il en est, mais c'est une grande œuvre de David Van der Meulen, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Donc cette année, une exposition est dédiée à cette collection qui est éditée au Lombard. Est-ce que vous avez été un petit peu impliqué dans son organisation? Alors là, pas du tout. Non, je ne savais même pas qu'il y aurait une exposition ici. Quand la collection a été lancée, donc il y a quelques temps, il y a eu une exposition au Salon du Livre de Paris. Et là, j'avais prêté des objets, de vieux ordinateurs, des vieux livres, etc. Là, dans cette exposition, il y a juste quelques planches qui ont été envoyées par l'éditeur. Et voilà, ça donne une idée aux gens. J'espère que ça leur donne envie d'aller plus loin. Et dedans, notamment, il y a des planches du hasard. Je n'ai pas parlé de ce livre. Parlez-nous un petit peu de votre activité de professeur en école supérieure que vous exercez encore actuellement. Ah bah absolument, oui. Oui, c'est mon métier de tous les jours. Donc je suis prof à la fois à l'université Paris 8, et puis à l'école supérieure d'art Le Havre-Rouen, qui est une école d'art, une des 46 écoles supérieures françaises publiques d'art. Et là, je suis prof on va dire, de design interactif. Donc j'enseigne plutôt la programmation et puis l'utilisation de logiciels à des étudiants en design, et surtout en design graphique. Donc je leur fais faire notamment des visuels qui ne pourraient pas être faits autrement que par ordinateur, et qu'on ne peut pas faire non plus avec Photoshop, qui doit être programmé. Ou alors des installations interactives. Comme cette année, avec 2 étudiantes, on a fait une installation dans laquelle il y avait une projection sur du sable, et quand les gens creusaient dans le sable, ça révélait des couches. La projection changeait en fonction de la profondeur des trous, et ça faisait apparaître d'autres images. Voilà, donc c'était assez high-tech, avec une Kinect qui voyait la hauteur du sable et tout, et voilà, on fait ce genre de choses. D'accord. Une des bandes dessinées de la collection porte sur la prostitution. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de tout en bande dessinée? Oh bah oui, ça c'est sûr. Oui, oui. La prostitution, c'est marrant que vous en parliez, parce que finalement la dessinatrice, Agnès Maupré, est quelqu'un que j'ai eu comme étudiante au Havre. Et bizarrement, je l'ai eu comme étudiante alors que je la connaissais déjà comme auteur et que je l'admirais déjà comme auteur. Mais elle habite au Havre, où on a aussi un département de création littéraire, et elle a absolument voulu aller dedans, alors qu'elle avait déjà des diplômes, et puis pas grand chose à prouver puisqu'elle est déjà auteur. Mais donc bizarrement, je l'ai eu comme étudiante, alors qu'elle était déjà auteur, et auteur de beaucoup plus de livres que moi. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de tous les sujets? Ben oui, tout dépend du public finalement. Là, typiquement, c'est pas un livre que je mettrais dans les mains de quelqu'un qui est trop jeune, parce que c'est un thème un peu dérangeant. Finalement, il y a un problème d'intégrité du corps, de pudeur, etc. Même si le livre lui-même n'est pas du tout pornographique, c'est pas ça. Mais c'est un thème qui a des implications morales sur lesquelles chacun de nous a son idée. Et il vaut mieux qu'on ait déjà notre idée avant d'ouvrir le livre. Voilà. Mais sinon, bien sûr, on peut parler de tout, et il faut parler de tout.
Ce qui me paraît le plus dur à traiter, finalement, c'est l'image. Parler d'image en image, ça me paraît difficile. Faire l'histoire de l'art en bande dessinée, je suis sûr que ça ne rendrait pas grand-chose. Parce que il faudrait choisir entre réinterpréter les œuvres ou alors les reproduire, et puis l'un et l'autre ne me semblent pas satisfaisants. Mais après, je me trompe peut-être, il y aura toujours des auteurs pour faire mentir ce genre de principe. Donc on peut parler de tout, mais est-ce qu'on peut rire de tout en Oh, bande bah dessinée oui. comme partout? On peut rire de tout, absolument. Après, il faut aussi être responsable. Quand on rit, savoir si on rit de quelque chose ou si on rit de quelqu'un, si on rit avec les gens ou si on rit d'eux. Voilà. Je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut pas être méchant. Voilà. C'est aussi l'avis de Charline Vanhoenacker de France Inter aussi qui pense qu'on peut rire de tout. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous étiez un grand lecteur? J'étais un grand lecteur de bande dessinée, ça j'en lisais vraiment beaucoup. Dans mon adolescence, j'étais un grand lecteur de science-fiction, mais je lisais absolument rien d'autre. Et puis d'ailleurs j'ai complètement arrêté une fois devenu adulte, jusqu'à assez récemment je me suis remis à la science-fiction avec grand plaisir. Voilà, je suis un lecteur plutôt lent, mais il faut que j'ai un livre à lire tout le temps, quoi. Ça c'est obligatoire, mais je suis un lecteur lent et malheureusement pour moi, comme universitaire et comme prof, je suis obligé de lire énormément. Notamment tout ce que mes étudiants produisent, quoi. Il y a des masters, il faut les lire, il faut les corriger. Voilà. C'est ce que je dis le plus peut-être. Voilà. Mais voilà, j'ai besoin de lire beaucoup. Et mes enfants, c'était surtout la bande dessinée. Et puis aussi des bibliothèques vertes et des bibliothèques roses. Donc vous n'êtes pas seulement à l'origine d'un scénario de BD, vous l'analysez avec votre ouvrage Entre la flemme et l'élite, les ambitions contraires de la bande dessinée, c'est bien ça? Oui. Vous comparez la bande dessinée à une sorte de secte. Est-ce que vous considérez que vous y appartenez? Est-ce que j'ai marqué que ça ressemblait à une secte? Non. Non, que c'était le même principe qu'une secte. Ah oui, ça m'étonne que j'ai écrit ça. Mais faudrait que je relise ce livre. Est-ce que... Alors oui, je fais partie pas de la secte, mais... Vous vous sentez comme appartenant à cette secte? Je me sens appartenant au milieu de la bande dessinée, ça c'est sûr. Parce que si on regarde mes amis Facebook, bah voilà, je sais pas, il doit y avoir une centaine qui sont des auteurs de bande dessinée, donc quelque part, en tout cas je suis leur ami. Mais je suis pas un vrai auteur, j'ai juste participé à un scénario. Je suis pas un vrai dessinateur de bande dessinée ni rien, je suis plutôt quelqu'un qui aime ça, qui va souvent au festival d'Angoulême. Même si c'est pas un festival si sympathique que ça d'ailleurs, les Utopiales sont beaucoup plus chaleureuses, je trouve, et sympathiques qu'Angoulême, qui est vraiment une grosse machine, un peu froide, où tout le monde est toujours fâché, notamment les auteurs. Mais bon. Donc voilà, j'imagine que j'appartiens à ce milieu-là, mais pareil, de la même manière que je suis artiste. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, tout le monde me dit que je suis artiste, mais j'ai pas d'œuvre.